Bonsoir Nicolas Forissier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité. Et demain se tient à Paris ce sommet Choose France, édition France, donc en présence de 150 investisseurs français qui ont choisi d'investir dans notre pays. On va en parler dans le détail, mais ces investisseurs et plus largement les entrepreneurs qui investissent en France ont grandement besoin d'être rassurés dans le contexte budgétaire. Vous avez vu que 13 organisations patronales ont écrit au Premier ministre, le MEDEF, la CPME, Croissance Plus et j'en passe, pour l'alerter sur le climat budgétaire et lui faire part de leur immense inquiétude, c'est dans la lettre, face à la liste des taxes qui s'allonge. Ils estiment même que le climat est devenu anti-business. Ils ont raison. Je ne pense pas que le climat soit anti-business, mais vous connaissez la situation. Il n'y a pas de majorité. Le Premier ministre a demandé au Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale et désormais au Sénat, de débattre et d'essayer de trouver des compromis. Si on ne fait pas ça, si on ne trouve pas un budget fait de compromis et une loi sur la sécurité sociale, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui reposera aussi sur des compromis, alors le pays est dans l'impasse. Et ce serait encore pire pour le business, comme vous dites. Donc c'est le compromis où vous les choses avancent. Non, mais si vous n'avez pas de solution, si vous n'avez pas de budget à la France, si vous êtes dans la crise politique, et sincèrement, à partir de la mi-novembre, ça devient vraiment très, très... Mais vous comprenez bien que donc, le climat n'est pas propice à l'investissement, comme ils le disent. Et je suis évidemment très sensible à ce qu'ils disent, mais il faut comprendre que le processus est en cours, que les choses avancent. Le Sénat va beaucoup travailler. On verra, au final, ce qui sera retenu et ce qui ne sera pas retenu. Je pense que c'est bien que les entrepreneurs envoient leur message et le disent. Et moi, je suis le ministre du Commerce extérieur et donc des entreprises qui se battent dans le monde pour aller conquérir des marchés, de l'attractivité de notre pays, qui est quand même un pays très attractif. Pour la 6e année consécutive, on est la première destination, la France. On va y venir. Mais pour demain... Ça, ils écoutent. Enfin, c'est un argument qui porte auprès d'eux. Les patrons, je veux dire, les chefs d'entreprise. Oui, je pense. Mais si vous voulez, si on n'a pas de solution, si vous n'avez pas de budget dans ce pays à la fin de l'année, c'est encore pire. La censure... Donc les hausses d'impôts prévues ne sont pas si graves que ça, pour vous ? C'est pas qu'elles ne sont pas graves, c'est qu'à un moment, il va falloir trouver des équilibres. Marie-Amélie de Montchalin l'a très bien dit ce matin dans un quotidien du dimanche, sur le thème, il y a des limites à ne pas dépasser. Il faut qu'on... peu à peu, on trouve le bon équilibre. Je pense que ce budget sera un budget de transition, parce qu'il doit permettre de donner un budget à la France, de stabiliser la situation, ce que demandent tous nos concitoyens, ce que demandent aussi les chefs d'entreprise. Et il doit aussi, surtout, c'est pour moi très important, permettre d'avoir un débat préparatoire à 2027 qui va, j'espère, clarifier les choses, que chacun s'exprime sur la base des chiffres. C'est aussi pour les rassurer, qui vous les recevez demain à la Maison de l'Amérique latine à Paris. C'est vrai qu'il y a un début de réindustrialisation qui est timide, parce que c'est très difficile. Matignon et Bercy parlent pour ce sommet de demain d'une enveloppe à plusieurs milliards d'euros. Vous avez un chiffre à nous donner ? C'est pas à moi de donner les chiffres, mais on peut prendre un certain nombre d'exemples. Je vais vous donner un exemple très concret. Demain, on va annoncer, je peux le dire, je suis autorisé à le faire, une levée de fonds et un investissement de 10 millions d'euros pour une société qui s'appelle Lean Space, qui est une start-up française, une jeune entreprise, elle a été fondée en 2020 de mémoire, et qui va investir dans une plateforme numérique et un logiciel qui permet de devenir extrêmement agile dans la gestion des satellites. C'est une performance française. Et peut-être que c'est la naissance d'un géant, ou en tout cas d'un groupe extrêmement important, qui sera français. Ils sont installés à Strasbourg, ils ont déjà beaucoup de contrats, ils veulent aller à l'export. Voilà un exemple très concret d'un investissement qui donne le signe qu'il se passe des choses en France. Y compris dans le spatial. Mais bien sûr. Et donc, le Choose France demain, c'est un peu le pendant de Choose France à Versailles. C'est-à-dire, évidemment, on va chercher, c'est mon boulot aussi comme ministre de l'attractivité, des fonds d'investissement, des grands groupes qui viennent investir en France, créer des sites industriels, mais on veut aussi mettre à l'honneur, c'était la volonté du président et du Premier ministre, mettre à l'honneur les entreprises françaises qui investissent en France, qui localisent leur production en France, y compris quand elles sont extrêmement performantes, comme c'est le cas de Lean Space, par exemple. J'ai une question anecdotique, mais pourquoi vous avez choisi un nom anglais pour vendre la France ? C'est curieux. C'est pas moi qu'il faut le demander, mais vous savez... Ça vous paraît une bonne idée ou pas ? Écoutez, ça fait partie... quand vous voulez... séduire des investisseurs étrangers, vous prenez un mot
un nom, une expression que tous les investisseurs étrangers peuvent comprendre. Mais là, c'est pour les Français que vous faites. Oui, mais vous comprenez bien, Laurent Geoffrin, que c'est juste le pendant de Choose France International. Mais c'est aussi pour bien dire qu'il y a beaucoup d'entreprises en France. La France reste d'ailleurs le premier pays en Europe en matière d'investissement étranger, mais elle commence à être talonnée. Est-ce que vous craignez que ça s'inverse ? Les tendances qu'on a actuellement, je n'ai pas de chiffres encore, on le saura plutôt l'année prochaine, bien sûr, mais c'est que nous tenons quand même encore notre première place. En tout cas, en Europe, on est les premiers pour la 6e année consécutive, la première destination d'investissement étranger à 45 milliards d'euros quand même. Emmanuel Macron ? Pardon ? Vous l'attribuez à quoi ? Je pense... La stabilité, alors là, c'est difficile d'utiliser le terme pour le moment. On est dans une période un peu intermédiaire. Les premières années de politique honnêtement, de l'offre. Moi, j'étais dans l'opposition à une époque. J'ai toujours été favorable à ce qu'on trouve des ponts. Je rappelle que vous êtes membre des Républicains. Voilà. Je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un effort extrêmement important depuis 2017 qui a été réalisé, qui reposait peut-être sur des choses qui avaient déjà été faites dans les quinquennats précédents, mais qui a permis de renforcer l'attractivité de la France. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et ça a permis une évolution très importante, y compris des conditions d'attractivité. Ramener l'impôt sur les sociétés de 33% en 2017 à 25%, c'est quand même un effort important. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres mesures. On verra comment ça atterrit finalement dans le projet de loi de finances. C'est un fait. L'idée, c'est d'essayer de continuer dans cette lancée et de donner de la France une image qui est celle de l'attractivité, parce que nous avons beaucoup d'atouts, et qui est attractive, la France, pas seulement pour les groupes internationaux, mais aussi pour nos entreprises. On va parler du commerce extérieur. Vous revenez de Chine, Nicolas Forissier. Je voudrais vous soumettre cette phrase qui est très forte, qui m'a beaucoup marqué, de Nicolas Dufourcq, que vous devez connaître bien, c'est le patron de la Banque publique d'investissement. Il dit aux Échos « Le tsunami chinois détruira toutes nos PME industrielles, de la Pologne à la Bretagne. L'Europe doit se fermer temporairement, le temps de se réarmer ». Est-ce qu'il ne touche pas du doigt la vérité ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut cesser, et je l'ai dit y compris en Chine, aux entreprises que j'ai vues et aux médias que j'ai pu rencontrer, il faut cesser d'être dans la naïveté que nous avons connue pendant un certain nombre de décennies. Et d'ailleurs, j'observe que, on vient de le voir sur la mesure sur les petits colis, c'est la France qui a poussé l'Union européenne à prendre une décision beaucoup plus sévère. La France est, de ce point de vue, le gouvernement français est de ce point de vue vraiment en première ligne pour demander à la Commission de savoir utiliser les mesures de défense commerciale qui existent dans notre... Mais quand vous voyez le succès en France de Chine, qui évidemment n'a pas les mêmes normes sociales et environnementales que nous, 25 millions de consommateurs en France, le combat, il n'est pas perdu ? Je pense qu'il n'y a aucune bataille qui ne soit gagnée que celle que l'on livre. Et donc ça veut dire qu'il faut se battre. Et moi, je suis allé en Chine. Précisément, c'est mon premier déplacement à l'international comme ministre du Commerce extérieur. On exporte beaucoup en Chine ? Pardon ? On exporte beaucoup ? Oui, vous avez 2800 entreprises en Chine. C'est notre 4e partenaire commercial. Et vous avez 2800 entreprises françaises. La balance va dans quel sens ? Pour l'instant, elle n'est pas bonne pour nous. Ah non, pas du tout. On a 49 milliards de retard. Mais on a énormément d'entreprises qui sont présentes en Chine. On a des champions. On est les champions en matière de cosmétiques, de parfumerie, dans l'aéronautique, etc. Donc, le problème de la Chine, c'est qu'ils savent faire tout ce qu'on sait faire, pratiquement, et un tarif salarial 4 fois inférieur. Donc on est à armes totalement inégales. Laurent Geoffrin, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça. Il est hyper concurrentiel. Et en plus, ce qui se passe, c'est que... de la part des États-Unis et de la part de la Chine qui, effectivement, produit en soutenant, en subventionnant très largement son industrie des produits qui viennent nous envahir. Donc la question de la guerre commerciale se pose. La question du protectionnisme et des tarifs douaniers se pose. Mais le protectionnisme, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a un salarié sur 4 en France qui vit de l'export. Donc pour pouvoir vendre, il faut aussi qu'on achète. La seule chose qu'on veut, et c'est la position qu'on tient, par exemple sur le Mercosur, sur beaucoup d'autres sujets, c'est qu'on veut des échanges qui soient, je ne vais pas prendre un mot anglais, mais qui soient fair. Il faut que les choses soient équilibrées. Juste et gagnant. On dit souvent un partenariat gagnant-gagnant. Et moi, je suis allé en Chine précisément. C'était mon premier déplacement. J'ai choisi la Chine exprès parce que c'était un pays de destination extrêmement important pour nos entreprises, parce que c'est un pays où les choses sont difficiles. On a des différends commerciaux sur le porc, sur le lait, sur les vins spiritueux, le cognac en particulier, sur les terres rares. Je suis allé là-bas pour dire... à la Chine et à nos entreprises, il faut continuer à être présent.
Nous sommes présents. Et quand le ministre va soutenir ces entreprises sur la première foire annuelle de Chine qui se tient à Shanghai, eh bien, il le fait pour passer ce message. Alors, et pour dire aussi, on est ouvert à discuter. Face à la guerre commerciale de Donald Trump, le risque, c'est l'arrivée massive et encore plus massive des produits chinois en Europe. Après tout ce qui s'est passé avec le scandale Shein, cette taxe sur les petits colis, 2 € est une forme de réponse. Est-ce qu'elle est efficace ? Shein a déjà compris comment, tout simplement, installer son pays de première entrée en Europe, de façon à ce qu'elle ne paye pas, elle ne soit pas taxée à 2 €, ces 2 € supplémentaires que la France vient de voter dans son budget. Est-ce que 2 € de plus sur les petits colis, c'est vraiment l'arme la plus adaptée ? Ce qui n'était pas normal, c'est que tous les colis de moins de 150 € de valeur n'étaient pas taxés. Et qu'on voit bien le système qui consiste à en envoyer des millions. Mais vous voyez les stratégies de contournement. Mais il y aura toujours des stratégies de contournement. Mais si on ne fait rien, si on n'en donne pas de signes, si on ne tape pas du poing sur la table, et c'est ce que vient de faire l'Union européenne, à la demande de la France. Il faut que ce soit une taxe petit colis à l'échelle européenne. Ça sera la bonne échelle. Oui, bien sûr. Il faut qu'on construise une position européenne beaucoup moins naïve, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ferme sur un certain nombre de protections, c'est clair. Mais parler de protectionnisme pour mettre un terme aux échanges commerciaux, ce serait catastrophique. Parce qu'encore une fois, on a besoin de nouer des accords commerciaux, d'ailleurs, avec beaucoup de pays, et c'est le cas des négociations qui sont en cours actuellement. Est-ce qu'on n'a pas eu la même chose dans les rapports avec les États-Unis ? Parce que Trump met des droits de douane très élevés à beaucoup de gens, y compris la France, et les Européens ont décidé pratiquement de ne pas répondre, parce qu'ils se disent, mais si on met des droits de douane sur les produits américains, d'abord ça fait de l'inflation en France, ça fait une hausse de prix, et deuxièmement, on va avoir encore plus de rétorsions. Et on a l'impression qu'on est battu d'avance dans cette affaire. C'est pas qu'on est battu d'avance, c'est qu'il faut peut-être qu'on soit juste un peu plus malin peut-être que les Américains, si je peux me permettre de dire ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas répondre par l'escalade, parce que ce serait mortifère pour nous. En l'occurrence, l'accord... Mais parfois, pour se faire respecter, on est obligé de prendre des mesures. Oui, mais fermes. Moi, je trouve qu'on a été très critique, par exemple, sur la position de l'Union européenne exprimée par Mme von der Leyen cet été. On a dit l'Europe est humiliée. Non, parce que l'accord, c'est 15% de droits de douane. On savait que de toute façon, l'administration Trump pousserait des droits de douane. On a 15, alors qu'on a failli avoir 30% supplémentaires au 1er août. C'était ça, le problème. Bon, maintenant, on est dans une période intermédiaire. On a obtenu 15 et on discute. Et on fait en sorte, par exemple, qu'on puisse avoir d'autres secteurs, comme c'est le cas de l'aéronautique, par exemple, qui soient totalement exemptés. Alors, ça puisse être le cas, par exemple, sur les cognacs. Je voudrais qu'on parle d'un autre accord commercial, celui du Mercosur. Vous avez vu les agriculteurs qui sont très en colère, très inquiets. C'était un engagement de la France, défavorable au Mercosur, de réussir à s'y opposer. Est-ce que cette bataille-là encore est perdue ? Emmanuel Macron a dit qu'il fallait plus de garanties, plus de clauses miroirs. Expliquez-nous. Je pense que cette bataille n'est pas perdue. La France a une position qui a été réaffirmée par le président de la République, par le Premier ministre, par Annie Genevard encore ces derniers jours, ministre de l'Agriculture, et je le fais à nouveau. Nous ne pouvons pas accepter l'accord du Mercosur tel qu'il est aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de réponse précise sur nos 3 demandes, qui concernent évidemment la protection d'un certain nombre de filières sensibles. Il y a des filières agroalimentaires qui vont en tirer bénéfice, comme l'industrie. Bovine, la volaille, le sucre, le bioéthanol. En gros, ce sont les 4 filières qui pourraient être déstabilisées si... Qu'est-ce que vous dites à ce secteur-là, aux agriculteurs ? Qu'est-ce qu'il faut obtenir pour qu'il soit acceptable ? 3 choses qui sont en cours de discussion, qui sont sur la table de la Commission européenne et qui sont les exigences de la France. Premièrement, à la demande de la France, pour répondre à cette demande, la Commission a proposé une clause de sauvegarde renforcée qui permet, quand vous avez une augmentation des volumes de 10% ou une baisse des prix supérieure à 10%, c'est-à-dire qui sort du cadre de l'accord, d'arrêter les choses. De sortir un secteur, en fait, de l'accord. Ça met en danger telle ou telle filière. Sauf que, par exemple, très concrètement, sur ce sujet... Et ça, c'est à la demande d'un seul pays, c'est possible? Il faut l'unanimité des 27. Ça peut être un seul pays. C'est la grande nouveauté, d'ailleurs, de cette clause de sauvegarde. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit lissé. Parce que si vous faites 9% l'année N et 9% de baisse de prix, par exemple, l'année N+1, ça fait 18. Et là, vous avez une vraie déstabilisation de la filière X ou Y. Donc il faut l'obtenir. Ça fait partie, par exemple, très concrètement, des demandes que nous avons. Les agriculteurs, on veut
disent nous, on n'y croit pas aux garanties réciproques, aux clauses miroirs. Ils vous disent ça, c'est trop facile, on s'en est déjà rendu compte, c'est-à-dire exiger les mêmes normes de part et d'autre. Les contrôles, il n'y en a pas assez, c'est pas assez efficace, on n'a pas les moyens en termes de douane, en termes de répression des fraudes. Et donc, ils ne joueront pas le jeu et ils vont arriver du Brésil, de l'Argentine, c'est exactement même s'il y a ces clauses. C'est exactement ce que demande la France. Moi, je suis l'élu depuis 35 ans d'une région de production des meilleures vaches charolaises et des meilleures limousines. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que je vais pas faire des jalousies, mais ce qu'on veut, c'est du concret dans les cours de ferme. C'est des choses qui soient crédibles. Les agriculteurs, ils veulent des choses précises. Et donc, ça veut dire que sur la clause de sauvegarde, on veut des choses précises sur son opérationnalité. On veut que les pays du Mercosur est officiellement reconnu. Ce n'est pas encore fait par un échange de lettres qui a valeur juridique. Deuxièmement, sur les mesures miroirs, qui s'appliquent d'ailleurs à toutes les importations et pas seulement à celles du Mercosur. Respectées, on veut des choses les contrôler. Précises là aussi, absolument. Et ça veut dire la troisième condition qui est très importante pour nous, et je pense moi la principale, les moyens de contrôle. Aujourd'hui, vous avez des contrôles sur pièce et sur place. Dans les élevages, par exemple, au Brésil, vous en avez, en gros, c'est un tiers des contrôles. Et 2 tiers se font au port. Il faudrait faire l'inverse. Donc ça veut dire des moyens. Il faut renforcer dans les ports, mais il faut aussi être capable d'aller sur place pour discuter avec les éleveurs qui vont exporter leur viande et vérifier qu'elle correspond bien à ce que nous voulons. Donc protéger les filières pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre anormal, faire en sorte que les mesures miroirs soient mises en œuvre rapidement. Actuellement, la Commission travaille sur les produits phytosanitaires, sur le bien-être animal, sur le suivi sanitaire des animaux. On veut avoir en gros des produits qui éventuellement sont importés qui ont subi les mêmes normes que celles qu'on impose à nos agriculteurs. C'est absolument capital. On veut que ce soit exprimé concrètement par la Commission. Et enfin, troisièmement, on veut des vrais moyens de contrôle. D'accord. Donc ça, c'est les exigences. On sent que c'est pas gagné. Elle est claire là-dessus. C'est pas gagné, mais on va les partenaires en face soient d'accord. L'Allemagne, elle n'est pas du tout sur la même ligne parce qu'elle veut vendre des automobiles là-bas. Oui, je sais bien qu'elle se débat. Français, je sais bien qu'elle se débat. Mais si la France n'exprimait pas clairement et fermement, y compris ces derniers jours, ses positions, là encore, ce serait une bataille perdue d'avance. Qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, la France, c'est la position du gouvernement et du président, dit non à cet accord. Donc on va rentrer dans une phase un peu de blocage. Donc le président un peu compliqué, ne l'acceptera pas parce que normalement, pour s'y opposer, il faut une minorité de blocage. Et ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas les partenaires. En tout cas, on n'atteint pas cette minorité. Donc la France toute seule pourrait dire il y a d'autres pays qui peuvent être sur la même ligne que nous. Il y avait la Pologne, l'Italie. Mais ils sont plus hésitants aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui peut se passer si la France dit non, alors que ce n'est pas sa compétence, c'est la Commission européenne qui négocie. Oui, mais la France maintient cette position pour obtenir des réponses, et c'est un peu un bras de fer, mais on y tient énormément. Je ne suis pas habilité aujourd'hui à vous dire ce qu'on ferait par la suite. Pour l'instant, on est dans cette discussion, et la Commission par les parlements ensuite. Bien sûr, il y a le Parlement européen, il y a les autres parlements, mais j'ai plutôt l'impression que le message est entendu à Bruxelles. Sur la guerre commerciale avec les États-Unis, Laurent Geoffrin commençait à en parler. Oui. Justement, puisqu'on parle d'agriculture, les viticulteurs du Sud-Ouest sont très en colère. Ils ont plusieurs griefs, mais il y en a 2 qui mettent en avant. Il y a les vins espagnols qui viennent faire concurrence aux vins français, plutôt des vins pas trop chers, quoi. Et il y a le blocage des exportations de vin, c'est plus haut de gamme, vers les États-Unis. Sur ces 2 dossiers, qu'est-ce que peut faire le gouvernement ? Le gouvernement, alors, les exportations, je vous rappelle qu'on a un marché unique, et donc sous réserve qu'on puisse, obtenir des discussions avec l'Espagne bilatérales pour essayer d'harmoniser les choses, mais a priori, on est dans la libre circulation des biens. Non, on peut rien faire. Il parle de concurrence déloyale, les vignerons. Oui, enfin bon, je ne suis pas ministre de l'Agriculture, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on sait qu'il y a quand même, ils le savent, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, les vignerons, un problème structurel important qui demande des aides, notamment de l'argent européen, pour essayer de restructurer les vignes, procéder à de l'arrachage, réduire la production, parce qu'on consomme beaucoup moins de vin dans la société européenne d'aujourd'hui. Après, sur les États-Unis, vous avez une discussion qui consiste à dire, notamment sur les cognacs, on veut obtenir, puisque c'est le cas du Bourbon américain qui vient sans droit,
Eh bien, nous, on demande que ce soit la même chose. Et donc ça fait partie des discussions qui sont en cours avec nos partenaires américains. Encore une fois, rien n'est gagné d'avance. Le commerce international est devenu extrêmement tendu, difficile aujourd'hui. Il y a des filières qui sont un peu prises en otage parce qu'il y a d'autres intérêts. C'est le cas en Chine, c'est le cas aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, sans rien lâcher, en tenant bon, c'est ce que j'ai dit à Shanghai la semaine dernière, il faut tenir bon. Mais en même temps, il faut que nous soyons capables de diversifier nos accords de commerce. L'Union européenne est actuellement en discussion avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec l'Australie, avec la Malaisie, avec les Philippines, etc., les Émirats arabes unis. Eh bien, moi, je pense que tous ces pays, par exemple, sont très intéressants pour l'offre française, à la fois agroalimentaire et à la fois industrielle, et pourraient nous aider beaucoup à trouver d'autres marchés pour pouvoir compléter et rééquilibrer les difficultés qu'on peut avoir. Sur la dernière volte-face de Donald Trump en matière de tarifs douaniers, vous avez vu qu'il a reculé sur toute une série de produits de tous les jours, le bœuf, le café, les bananes. Voilà. Ça veut dire que pour vous, il y a encore une possibilité de négocier et de gagner cette bagarre-là, puisqu'il recule? Évidemment, encore une fois, je vous le redis, il faut rester solide, avancer calme et droit, comme on dit, être plus ferme, moins naïf que jamais, au niveau de l'Union européenne comme au niveau français, et se battre avec opiniâtreté. Le commerce international, aujourd'hui, ça demande de l'opiniâtreté. Sur le moyen terme, que les choses s'améliorent, parce que si on regarde le chiffre global, on est à moins 80 milliards, c'est ça? Ils vont s'afficher à l'écran. Moins 79 l'année dernière. 79. Et on est passé de moins 162 amélioré. à moins 100. Puis mais est-ce que sur le moyen terme, la compétitivité française s'est améliorée ou elle s'est détériorée? Parce qu'on a le sentiment qu'elle n'est pas très bonne. Écoutez, ça va mieux. Alors on est loin encore des belles années où on avait un excédent. Ça remonte à un moment maintenant, à 25 ans. Mais pour exemple, les exportations françaises ont progressé de 2,2% au troisième trimestre. Et les importations ont baissé de 0,4%. Quand vous regardez le chiffre du commerce extérieur de l'année dernière, c'est un déficit de 79 milliards. Et en réalité, quand on enlève la part énergie qui pèse beaucoup, évidemment, en termes d'importation, et qu'on regarde les biens manufacturés, en fait, le déficit s'améliore de 11 milliards. C'est-à-dire ça va mieux, mais on parle de tellement tout ça est encore en nuance, bien sûr. Il y a un excédent sur les services. Et on est très bon sur les services, on est pratiquement à 56 milliards. Monsieur le ministre, il nous reste une poignée de secondes. Est-ce qu'on les vend demain aux Ukrainiens, nos Rafales? Je ne suis pas habilité à vous le dire. Je pense que le plus important, c'est que l'armée ukrainienne puisse se renforcer. Après, il y a des discussions, ça dépend là aussi de beaucoup d'autres facteurs. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre Nicolas Forissier, ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, avec ce sommet demain que l'on suivra évidemment. Choose France, France Édition France, les investisseurs français qui choisissent l'Hexagone.